La conscience, rien de plus familier et pourtant, rien de plus insaisissable. On sait décrire ce qui se passe dans le cerveau quand on goûte un café, mais la science, elle reste muette pour expliquer l'effet que ça fait, le goût lui-même. Oui, c'est un paradoxe total. Aujourd'hui, on s'attaque à ce vertige. On va plonger dans un texte qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, Facing Up to the Problem of Consciousness, du philosophe David Chalmers. Un texte fondateur, vraiment. Notre mission, comprendre sa distinction, qui est assez radicale, entre les problèmes faciles et le fameux problème difficile de la conscience. Et puis voir pourquoi, selon lui, une bonne partie de la recherche passe complètement à côté d'essentiel. C'est exactement ça. Chalmers ne dit pas que la science du cerveau est inutile, bien au contraire. Il dit qu'elle a fait des progrès immenses pour expliquer comment fonctionne, comment on traite l'information. Mais il soutient que sur la question centrale, celle du vécu subjectif, de l'expérience intérieure, on n'a pas avancé d'un pouce. C'est ça le grand défi. Alors, commençons par là. Chalmers parle de problèmes faciles. Bon, quand on sait que des milliers de chercheurs passaient leur vie à essayer de comprendre ne serait-ce que le sommeil, ce mot facile, il a de quoi faire bondir, non? Oui, c'est une provocation, c'est clair. Et c'est un point essentiel à clarifier tout de suite. Oui. Quand il dit facile, il ne veut pas dire simple à résoudre. Il veut dire conceptuellement à notre portée. Ah, d'accord. Ce sont des problèmes qui, en principe, peuvent être résolus par les méthodes classiques des neurosciences, des sciences cognitives. On cherche un mécanisme et quand on l'a trouvé, Le problème disparaît. le problème disparaît. Voilà. Un mécanisme pour expliquer une fonction, c'est ça l'idée. Exactement. Il donne toute une liste. La capacité de notre cerveau à distinguer un son d'un autre, à focaliser notre attention sur un objet. Ou même, un exemple très parlant, la capacité de rapporter nos états mentaux. C'est-à-dire, Le fait de pouvoir dire « je suis triste c'est une fonction. On peut chercher les circuits neuronaux qui permettent cette verbalisation. ». D'accord, je vois. Expliquer la capacité de dire « je suis triste », c'est trouver le mécanisme qui relie l'état cérébral de la tristesse au système langagier. Une fois qu'on a la carte du câblage, le mystère de la reportabilité est levé. Voilà. C'est exactement ça. Personne ne dirait « d'accord, vous avez expliqué le mécanisme, mais vous n'avez toujours pas expliqué la reportabilité ». La fonction et le mécanisme. Oui, c'est logique. Et c'est là que le bas blesse. Car même si on expliquait toutes ces fonctions, un problème resterait entier, le problème difficile. On y vient. C'est la question de l'expérience subjective elle-même. Pour reprendre la formule du philosophe Thomas Nagel, l'effet que ça fait d'être soi. Pourquoi est-ce que tout ce traitement d'informations dans notre cerveau s'accompagne d'une sensation, d'un vécu? Pourquoi ce n'est pas juste mécanique? Pourquoi tout ça ne se passe-t-il pas dans le noir, de manière purement fonctionnelle comme dans un ordinateur très très sophistiqué? Ah, c'est ça le grand fossé. On peut décrire par le menu chaque synapse qui s'active quand je vois la couleur rouge. Ça, c'est le problème facile de la discrimination des stimuli. Oui, Mais cette description n'expliquera jamais pourquoi ça produit l'expérience subjective de voir du rouge. c'est le fossé explicatif. Et Chalmers dénonce ce qu'il appelle, avec un peu de malice, un tour de passe-passe assez courant dans la littérature scientifique. C'est-à-dire, Un article commence en promettant de s'attaquer au grand mystère de la conscience, donc le problème difficile, puis il propose un modèle brillant qui explique, par exemple, comment une information devient globalement accessible dans le cerveau, ce qui est un problème facile. ce qui est un problème facile. Et la conclusion annonce fièrement que le mystère est résolu. On a l'impression d'avoir été floué parce que la question de départ, celle du vécu, a été complètement esquivée. C'est un peu malhonnête intellectuellement en fait. Un peu, oui. Alors, si ces approches habituelles sont un tour de passe-passe, qu'en est-il des grandes théories qui étaient sur la table à l'époque? J'imagine qu'ils ne les épargnent pas non plus. Non, et il analyse leurs failles avec une précision chirurgicale. Prenons la théorie de Francis Crick et Christophe Koch, très en vogue dans les années 90. Oui, je vois de laquelle on parle. Ils proposaient que la conscience serait liée à des oscillations synchronisées de neurones, autour de 40 Hz. C'est une hypothèse très intéressante pour expliquer comment le cerveau lie ensemble les différentes propriétés d'un objet. Sa forme, sa couleur. Sa forme, sa couleur, son mouvement. C'est une fonction capitale, l'intégration de l'information. D'accord, ça permet de lier les informations. Et alors, pourquoi est-ce que ces neurones qui se mettent à vibrer en chœur à 40 Hz devraient soudainement s'allumer et produire une expérience subjective? C'est précisément la question que pose Chalmers. Au mieux, cette théorie décrit un corrélat de la conscience, quelque chose qui se passe en même temps. Ok. Mais elle n'explique absolument pas pourquoi ce processus physique devrait donner naissance à une expérience.
D'ailleurs, Christophe Koch a fini par admettre lui-même qu'il mettait de côté les aspects les plus difficiles, Ah, d'accord. pour se concentrer sur ce qu'il nomme awareness, qui est en fait la capacité fonctionnelle de réagir à un stimulus. Donc il admet lui-même qu'il ne s'attaque qu'à un problème facile. Et pour les modèles plus psychologiques, comme celui de Bernard Bars sur l'espace de travail global? Même constat. L'idée de Bars est très séduisante. La conscience serait comme un grand tableau noir, une scène de théâtre, sur laquelle des processeurs non conscients viennent afficher leurs informations. Pour les rendre disponibles à tout le système. Exactement. C'est un modèle puissant pour expliquer comment on intègre de l'information, comment on peut la verbaliser. Mais là encore, ça décrit une architecture fonctionnelle. Ça n'explique pas pourquoi une information qui monte sur cette scène devrait être ressentie subjectivement. La question du pourquoi reste intacte. Toujours. En fait, toutes ces théories, c'est comme si on me décrivait le fonctionnement interne d'une télévision, à la perfection, les circuits, les pixels, l'alimentation, sans jamais m'expliquer pourquoi il y a une image à l'écran et pas juste des circuits qui chauffent dans le vide. C'est une excellente image pour illustrer le fossé. La seule petite limite, c'est que la télévision a été conçue par et pour un spectateur conscient. Le cerveau, lui, n'a pas de spectateur externe. C'est vrai. Mais l'idée du mécanisme qui n'explique pas l'image est parfaite. Et ça vaut pour toutes les tentatives d'explication purement physique. Chalmers mentionne aussi ceux qui invoquent la mécanique quantique. Ah oui, le grand classique. Avec cette idée un peu ironique qu'en mettant deux mystères ensemble, la conscience et le quantique, ils vont peut-être s'annuler. Ça ne marche pas comme ça, non. Que le processus soit neuronal, computationnel ou quantique, la question reste la même. Pourquoi ce processus est-il accompagné d'une expérience ? Bon, on a l'impression d'être dans une impasse totale. Si toutes les approches classiques échouent, est-ce qu'on doit juste baisser les bras et dire que la conscience, c'est de la magie, un mystère pour l'éternité? C'est là que Chalmers fait son pari le plus audacieux. Il dit « Et si on arrêtait d'essayer de réduire l'expérience à de la physique ?» D'accord? Et si on l'acceptait comme un élément fondamental de l'univers, au même titre que l'espace, le temps ou la masse? Ah oui, quand même. En physique, personne n'essaie d'expliquer ce que la masse en termes de quelque chose de plus simple. C'est une brique de base de la réalité. On part de là pour construire des théories. Et lui propose de faire la même chose avec l'expérience subjective? Exactement. Attendez, ça c'est énorme. Donc la conscience ne serait pas un produit du cerveau, comme la bile est un produit du foie, mais une propriété de base de l'univers. Le cerveau serait juste une sorte d'antenne hyper complexe qui la capte ou la module d'une manière particulière. L'image de l'antenne est très parlante. Et attention, il ne s'allie pas de mysticisme. Il appelle sa position un dualisme naturaliste. Naturaliste, c'est important, oui. Naturaliste parce qu'il veut rester dans le cadre de la science, et dualisme parce qu'il postule deux types de propriétés fondamentales, les propriétés physiques et les propriétés liées à l'expérience. L'objectif, c'est alors de créer une nouvelle science qui découvrirait des lois fondamentales, des principes psychophysiques, c'est ça? C'est ça. Des sortes de lois bons qui ne contrediraient pas la physique, mais qui la compléteraient en expliquant comment et pourquoi certains processus physiques donnent lieu à des types spécifiques d'expériences. Loi psychophysique, ça sonne bien, mais c'est un peu abstrait. Concrètement, ça ressemblerait à quoi? J'imagine qu'il ne nous laisse pas comme ça avec juste un grand concept. Non, non. Il propose une véritable feuille de route, avec des pistes de recherche. Il suggère 3 principes potentiels. Le premier est le principe de cohérence structurelle. Ok, L'idée, c'est qu'il y a une correspondance directe, un isomorphisme entre la structure de notre expérience et la structure de l'information traitée par notre cerveau. un exemple pour que ce soit plus clair? L'exemple des couleurs est parfait. Notre expérience des couleurs n'est pas un chaos. Elle a une structure très précise, un espace à 3 dimensions. La teinte, la saturation, la luminosité. Exactement. Or, on découvre que le système visuel analyse l'information lumineuse sur 3 axes qui correspondent précisément à ces 3 dimensions. La structure de l'expérience est le miroir de la structure du traitement de l'information. Waouh. Ce principe ne nous dit pas pourquoi il y a une expérience, mais il nous permettrait d'expliquer sa forme. Alors là, on touche à quelque chose de contre-intuitif. Ça veut dire qu'on pourrait, en théorie, prédire la forme de l'expérience d'une chauve-souris avec son sonar, juste en analysant la structure de l'information dans son cerveau. C'est vertigineux. C'est l'idée. Et ça nous amène à son deuxième principe, qui est encore plus audacieux. Ah. Le principe d'invariance organisationnelle. D'accord. Il postule que ce qui compte pour la conscience, ce n'est pas le substrat biologique, nos neurones en carbone. Ce qui compte, c'est l'organisation fonctionnelle, le pur schéma d'interaction. C'est-à-dire que si on remplaçait mes neurones par des puces, Si on pouvait remplacer, un par un, chaque neurone de votre cerveau par une puce de silicium qui accomplit exactement la même fonction,
Votre expérience consciente resterait absolument identique. Ça, c'est une affirmation radicale. Comment est-ce qu'on peut défendre une idée pareille? C'est de la pure spéculation. Il utilise une expérience de pensée redoutable. Imaginons qu'on fasse un remplacement progressif, et supposons que le principe soit faux, et que votre expérience change. Ok. Par exemple, à mi-parcours, l'expérience du rouge devient pour vous une expérience de bleu. Sauf que, par définition, votre organisation fonctionnelle est restée la même. Donc mon comportement ne change pas. Votre comportement ne changera pas d'un iota. Vous continuerez à dire « c'est rouge », à vous arrêter au feu rouge. Vous n'auriez absolument aucun moyen de vous apercevoir que votre monde intérieur a changé de couleur. Ah oui. Chalmers appelle ça les qualia dansants. Pour lui, cette conclusion est absurde. Si notre expérience change radicalement, on doit pouvoir s'en rendre compte. C'est un argument très malin, presque un tour de passe-passe logique pour le coup. Ça me laisse un peu perplexe, parce que ça semble lier notre monde intérieur à nos actions de façon quasi indestructible. Ça force à admettre que si le comportement est identique, L'expérience doit l'être aussi. l'expérience doit l'être aussi. C'est dérangeant. C'est dérangeant et c'est pour ça qu'il va encore plus loin avec son idée la plus, disons, cosmique. Son troisième pilier, c'est la théorie du double aspect de l'information. Là, le nom est prometteur. L'idée est que l'information n'est pas juste un concept abstrait. Elle aurait deux faces, comme une pièce de monnaie. D'un côté, un aspect physique, celui que la science manipule. De l'autre, un aspect phénoménal, qui est l'expérience vécue. Donc l'expérience ne serait pas quelque chose que les processus physiques produisent? Non, elle serait l'autre face intrinsèque de l'information elle-même. Alors là, on bascule dans autre chose. L'expérience ne serait pas produite par l'information, elle serait l'autre face de l'information. Donc, partout où il y a un traitement d'information, même le plus simple, il y aurait une pincée de conscience. C'est la conclusion logique et vertigineuse qui l'assume pleinement. Un système qui traite une information très simple, comme un thermostat, Un thermostat? aurait une forme d'expérience incroyablement simple, si rudimentaire qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Une souris, avec un traitement d'information plus complexe qu'un thermostat, mais moins qu'un humain, aurait une conscience plus riche que le premier et plus simple que le second. Ça fait écho à des courants de pensée très anciens comme le panpsychisme, l'idée que l'esprit est partout dans la nature. Mais Chalmers lui donne un habillage scientifique moderne en l'ancrant dans un concept mesurable, la théorie de l'information. C'est ça qui est fort. Ce n'est plus juste une intuition philosophique, quoi. C'est une tentative de la rendre testable. Il admet que c'est très spéculatif, mais il soutient que c'est une hypothèse plus parcimonieuse que de croire que l'expérience est apparue magiquement et uniquement dans des cerveaux biologiques complexes sans aucune raison fondamentale. Oui, c'est vrai. Les autres propriétés fondamentales de l'univers, comme la charge ou la masse, sont partout. Pourquoi l'expérience serait-elle une exception ? On est donc parti d'une distinction simple pour critiquer les neurosciences, on a traversé ce fossé explicatif et on atterrit sur une proposition audacieuse, quasi métaphysique, l'expérience comme propriété fondamentale de l'information elle-même. C'est ça le parcours. Et il est important de souligner que Chalmers ne prétend pas avoir la réponse définitive. Il offre une feuille de route. Il nous dit voilà comment on pourrait commencer à construire une vraie science de la conscience. Une science qui prendrait le problème au sérieux. Voilà. Une science qui prend le problème le plus difficile au sérieux, sans le nier ni le déclarer à jamais hors de portée. Il nous invite à élargir notre conception de ce que la science peut et doit faire. Et ça nous laisse avec une dernière idée à méditer. La physique nous décrit le monde en termes de relations et de comportement. Elle nous dit ce que la matière fait, comment un électron interagit avec un proton. Mais elle ne nous dit jamais ce que la matière est dans sa nature intrinsèque. Chalmers suggère que cette nature intrinsèque, ce que la physique laisse en blanc, pourrait bien être l'expérience elle-même. C'est une pensée vertigineuse. La conscience ne serait pas une chose étrange qui s'ajoute au monde physique, mais peut-être l'étoffe même dont il est fait.